Aujourd'hui, je vais t'apprendre à courir pour la première fois ou à reprendre et surtout à drastiquement limiter ton risque de blessure et tes douleurs. Je te donne la méthode en fin de vidéo. On t'a peut-être déjà dit, la course, c'est mauvais pour tes genoux, c'est mauvais pour ton dos, c'est dangereux, ça va t'abîmer. Qu'avec tes douleurs, tu pourras plus courir, qu'il faut te reposer. Que le mieux, ce serait quand même de faire de la natation parce que c'est quand même un sport qui est plus doux. En fait, tout ça, c'est des conneries. Je vais te raconter une histoire. Pendant le Covid, on a tous les avions qui sont restés au sol. Tu vois, toutes les compagnies aériennes, il n'y avait plus de voyageurs, donc les compagnies aériennes, elles ont dû clouer les avions au sol. Et il faut savoir qu'en fait, le coût d'entretien d'un avion au sol est 2 fois plus élevé que le coût d'entretien d'un avion qui vole. Tout simplement parce qu'un avion, de par sa conception, ça s'use plus vite quand on ne l'utilise pas. Eh ben, le corps humain, c'est un petit peu la même chose, si tu veux. C'est-à-dire que moins tu vas l'utiliser, plus il va t'envoyer de signaux d'inconfort. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter parce que généralement, un signal d'inconfort, c'est une chose, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller jusqu'à la douleur, voire si on rajoute certains facteurs, on peut passer sur une douleur qui récidive, voire une douleur qui persiste, donc ce qu'on appelle vulgairement la douleur chronique. Ton corps, il a une capacité d'adaptation phénoménale. Il a une capacité d'adaptation mécanique phénoménale et il a une compliance, une capacité d'adaptation et une plasticité cérébrale, donc neurologique, nerveuse, qui est vraiment incroyable à condition que tu lui donnes l'opportunité, que tu lui laisses la place et que tu lui offres le terrain pour que cette adaptation ait lieu. Et c'est justement tout le but de cette vidéo. En course à pied, et de manière générale lors d'une activité physique, ça va passer par plusieurs choses essentielles. Mais avant que je vous les explique, je trouve qu'il est important que vous compreniez comment est-ce qu'on se blesse, déjà de manière à comprendre le processus pour éviter certaines erreurs, et ensuite, je vous expliquerai comment est-ce qu'on reprend en douceur et sereinement pour courir sans avoir mal. Donc comment on fait pour bien se blesser et bien se faire mal? C'est assez simple, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes déjà blessé et vous voulez revenir, soit vous commencez la course et donc vous n'avez jamais couru. Dans les 2 cas, le process est à peu près similaire. C'est qu'on en fait trop vite. Dans le cas de quelqu'un qui est déjà coureur mais qui est blessé et qui veut revenir, il est à la caisse encore un peu, il sent qu'il se dit qu'il a les capacités physiques pour encaisser. Donc il va se tenter un petit 10 km comme il avait l'habitude de faire à l'entraînement. Sauf que au bout du 4e kilomètre, douleur revient, ça le ramène à sa blessure, il est dégoûté, il est pas bien, et il y a tout un processus derrière qui s'enchaîne. Si on est coureur débutant, c'est exactement la même chose. On se dit, 5 km, ça n'a pas l'air trop, je vais me taper un 5 km 3 fois par semaine, et ça va être top. Et c'est là où généralement on arrive à la blessure, c'est-à-dire qu'on fait trop fréquemment, et éventuellement avec trop d'intensité. C'est ça souvent qui mène à la blessure la plupart du temps chez la plupart des coureurs. Et donc pour répondre à cette sollicitation qui est un peu excessive par rapport aux capacités du corps qu'il a actuellement à l'instant T, il y a 2 options. Alors souvent elles sont liées, mais souvent il y a une option qui va être cognitive, c'est-à-dire je vais pas me sentir bien, je vais être fatigué, je vais pas avoir le moral, je vais être dégoûté un petit peu. Et option physique, je vais avoir au pire, au mieux plutôt une gêne, un peu plus chiant une douleur, et au pire une blessure. Généralement c'est comme ça que ça se passe. Et donc la gestion de la reprise, elle est importante déjà pour ces 2 aspects, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Erreur numéro 2, en course à pied, que je vois hyper régulièrement en cabinet. Alors, je suis un peu biaisé parce que je soigne quasi exclusivement des trailers et des triathlètes. Donc, il y a une notion un peu biaisée de ce côté-là. Ça n'empêche que quand on est coureur à pied, le renforcement musculaire, quand bien même on est coureur récréatif, qui plus est, quand on revient de blessure ou quand on attaque une activité, le renfort va jouer un rôle primordial. Et en fait, c'est un peu paradoxal parce que souvent, on a un peu l'image de se dire, en fait, la PPG, enfin la préparation physique générale, le renfort, c'est soit pour des gens qui vont vouloir performer, donc qui vont vouloir être compétiteurs, soit j'en ai pas besoin parce que finalement, je fais que de la course à pied, donc au final, pas besoin de faire plus de renfort que ça. Première erreur. En fait, le renfort, il va vous offrir une palette de bénéfices énorme. La première que je vois, c'est ce qu'on va appeler l'économie d'effort. C'est-à-dire que vos muscles vont devenir beaucoup plus efficaces pour réaliser la même action.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont utiliser moins d'énergie pour faire cette action-là qu'auparavant. Donc déjà rien que pour ça, ça va être intéressant parce que ça va vous aider, par exemple si vous faites un peu de côte ou du trail, ça va vous aider à être plus efficace dans votre côte, que ce soit à la montée ou que ce soit à la descente. Donc ça, c'est pas négligeable. Ensuite, on va avoir des adaptations structurelles. C'est-à-dire qu'on va avoir un renforcement des différents tissus autour de l'articulation. Donc on va avoir un renforcement du tissu cartilagineux, on va avoir un renforcement du tissu osseux, on va avoir un renforcement du tissu musculaire, évidemment, on va avoir un renforcement du tissu ligamentaire, et donc tous les tissus autour de l'articulation, autour de vos articulations au pluriel, vont bénéficier de ce renforcement musculaire-là. Donc ce serait dommage de s'en priver, tout en sachant que, mine de rien, la course à pied, même s'il y a des impacts et que le corps est prévu pour les encaisser, un petit peu plus de renfort, ce sera toujours plus bénéfique que pas de renfort du tout. Alors il n'y a pas que ces bénéfices-là. Il faut savoir que le renforcement musculaire, ça permet également d'avoir une meilleure coordination intermusculaire, donc entre les différents groupes musculaires, mais également une meilleure coordination intramusculaire, c'est-à-dire entre les différentes fibres musculaires d'un même muscle. C'est ça en partie qui amène à l'économie d'effort et qui fait que votre muscle devient plus efficace pour réaliser tel effort qu'il ne l'était auparavant. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. De par ces phénomènes d'adaptation, on va aussi avoir un meilleur contrôle moteur. Vous recrutez plus souvent ce muscle-là, vous le faites travailler plus souvent, donc la commande entre le cerveau et le muscle va être 2 fois plus efficace. C'est pour ça qu'on va avoir un meilleur contrôle moteur à ce niveau-là. Enfin, ça va être un petit peu la dernière des résultantes, même si c'est peut-être la plus évidente, vous allez avoir plus de force musculaire sur vos groupes musculaires travaillés. Ça, je vous apprends rien, tout est dans le terme renforcement musculaire. Étant donné qu'on renforce un muscle, le muscle va devenir plus fort. Et n'ayez pas peur, je sais que les coureurs souvent n'ont pas envie de prendre beaucoup de masse musculaire parce qu'ils pensent que ça va les ralentir. Je vous rassure, on ne devient pas Schwarzenegger comme ça du jour au lendemain. Et déjà rien qu'avec la course à pied, vous allez de toute façon générer un peu d'hypertrophie. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, l'hypertrophie, ça veut juste dire que la fibre musculaire en fait va grossir. À ne pas confondre avec l'atrophie, qui est là et pour le coup l'inverse, c'est-à-dire que la masse musculaire va disparaître. Donc le but du renfort, c'est pas de vous transformer en fait en Schwarzenegger, c'est vraiment de faire en sorte que vous soyez déjà meilleur dans votre course à pied, que vous soyez plus à l'aise et qu'on limite aussi le risque de blessure et de douleur. Donc c'est vraiment l'objectif du renfort avec cette partie-là. Donc vous vous demandez peut-être, ok Julien, mais quel groupe musculaire est-ce qu'il faut que je travaille pour justement améliorer mon renforcement musculaire et ma course à pied? Vous allez voir, c'est assez simple, on va faire quelque chose, c'est de la préparation physique générale, mais on va essayer de cibler spécifiquement différents groupes musculaires qui vont travailler pendant la course à pied. Vous les connaissez déjà, ce sont les mollets, ce sont les ischio-jambiers, donc l'arrière de la cuisse, les quadriceps, l'avant de la cuisse, les fessiers, le dos, essentiellement le bas du dos, et les abdos. Alors pourquoi les abdos? Non pas parce que le gainage ça protège le dos, patin, couffin, tout ça c'est bullshit, mais vraiment parce que en fait les abdos pendant la course, ils ont un réel rôle à jouer à la fois dans l'anti-rotation et à la fois dans la stabilisation du tronc. Qui dit stabilisation du tronc dit meilleur transfert de force, dit moins de déperdition d'énergie et dit course plus efficace. Donc c'est essentiellement pour ça que c'est important de travailler la sangle abdominale, et pas que la sangle abdominale, mais la sangle abdominaux-lombo-pelvienne. Donc abdominaux pour abdominal, donc les abdos, lombo pour lombaire et pelvienne pour bassin. Il faut bien comprendre que fonctionnellement, les lombaires, donc le bas du dos, les abdos et le bassin fonctionnent comme un bloc fonctionnel pour le coup, et tous les muscles en fait vont être coordonnés pour réaliser l'effort de course à pied, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des éléments d'anti-rotation, c'est-à-dire que quand vous courez avec les bras, on va avoir le buste qui va légèrement tourner dans un sens avec la jambe opposée qui va aller vers l'avant, donc on va avoir ce phénomène d'anti-rotation, mais on va aussi avoir un phénomène d'anti-inclinaison, puisque en course à pied, on passe l'essentiel du temps en l'air, et donc à chaque impact, les muscles vont devoir contrer la bascule du bassin qui va se faire côté opposé à la prise d'appui. Ce qui va être intéressant justement, ça va être d'avoir des muscles qui soient suffisamment endurants et suffisamment réactifs pour absorber cette contrainte-là. L'objectif, c'est que ce soit le muscle qui fasse le taf et pas que ce soit uniquement l'articulation qui fasse le taf. Parce que si on décharge tout le travail à l'articulation, généralement c'est là où au bout d'un moment on commence à avoir mal et c'est les tendons et les articulations qui prennent. D'où l'importance d'avoir des muscles costauds et prêts à faire l'effort. Évidemment, ce qui va être important, et c'est le dernier truc que je vous dirais sur le renfort, c'est que l'objectif c'est d'avoir, comme en course à pied, une surcharge progressive. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire 15 squats au poids de corps ad vitam aeternam, parce que en fait 15 squats au poids de corps, au bout d'un moment ça ne générera plus aucune adaptation.
L'objectif, c'est de rendre à chaque fois les exercices un petit peu plus difficiles, évidemment toujours dans une optique de semi-spécificité autour de la course à pied, mais donc de progressivement charger et ou de rendre l'exercice un peu plus difficile. Par exemple, plutôt que de faire 15 squats au poids de corps, bah ensuite vous allez pouvoir passer par exemple sur, je sais pas moi, des fentes avec un petit peu plus de poids avec votre sac d'hydratation, par exemple sur le dos. C'est un exemple comme ça. Mais l'idée c'est ça, c'est de monter en fait progressivement la difficulté pour générer de l'adaptation et donc générer de la progression. C'est comme en course à pied si vous vous amusez à faire que des 30-30. Bah les 30-30 ouais c'est hyper populaire mais c'est pas forcément ça qui va vous faire progresser en course à pied. Ensuite, il y a un facteur qui est clé, qui est en fait lié à tous les autres, c'est le sommeil, la qualité de votre sommeil. Donc en fait, le sommeil, si vous en avez pas assez, bah faut imaginer que c'est un petit peu comme si vous aviez une batterie qui tirait un petit peu plus de jus. Et donc bah, cette énergie que vous tirez, bah, c'est de l'énergie que vous n'avez pas pour vos perfs, c'est de l'énergie que vous n'avez pas pour faire votre sport. Et donc c'est pour ça souvent que on rentre à la maison, on est crevé, on n'a pas envie. Et le deuxième facteur, c'est la sédentarité. Sommeil et sédentarité. Moins vous bougez, plus vous êtes crevé. Moins vous dormez, plus vous êtes crevé. Si vous dormez pas bien, que vous avez un boulot de bureau, je vous laisse deviner, vous allez vous sentir comme une grosse merde. Donc l'idée, c'est d'essayer de bouger un petit peu plus. Ça peut être de la marche, ça peut être des squats, de la course à pied, ça peut être n'importe quoi. Mais soignez votre sommeil pour votre santé mentale et physique. C'est vraiment hyper important. 7 à 9 heures chez les adultes, c'est les recommandations. L'alimentation, facteur clé, c'est à la fois le carburant, c'est à la fois l'alimentation qui va vous permettre de mieux vous sentir, et il y a aussi une histoire de timing, c'est-à-dire à quel moment est-ce que je vais manger, à quel moment est-ce que je vais m'entraîner. Je vous garantis que pour avoir mangé trop près de mes entraînements, il n'y a rien de pire que d'aller courir avec le ventre qui est encore un peu plein, ça vous donne la gerbe, c'est vraiment immonde. Donc je vais commencer par le plus simple, enfin en fait même il n'y a pas grand chose de compliqué dans l'alimentation, on a tendance à intellectualiser vraiment le process de s'alimenter, alors qu'en fait c'est très très simple de s'alimenter et de bien s'alimenter. Le timing c'est assez simple. Si vous devez aller faire une sortie, vous devez aller courir, évitez de manger directement avant. Essayez d'aller courir 1h30 à 2 heures après, à part si c'était vraiment une petite collation ou un repas très léger, mais d'une manière générale, on va éviter les sorties trop proches du moment du repas. Tout simplement parce que quand on va courir, physiologiquement, la course à pied étant une activité physique modérée à intense, le système nerveux va mettre toute son énergie sur la commande musculaire. Et le problème qu'on a, c'est que au niveau neurovégétatif, donc au niveau autonome, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas à gérer consciemment, le système digestif est câblé différemment. C'est-à-dire que quand on va faire une activité physique, on va activer notre système d'activité, qu'on va appeler le système orthosympathique, et notre système digestif est câblé sur du parasympathique. C'est-à-dire que si on va courir et qu'on est encore sur un processus digestif un peu dense, qui demande beaucoup d'énergie, la course à pied va couper ce processus-là, ce qui fait que tout ce qu'on a dans l'estomac qui n'est pas encore digéré complètement, on prend le risque de se le faire remonter pendant la course à pied. Donc évitons d'aller courir avec l'estomac plein ou surtout après un gros repas. Donc si vous avez fait un petit repas, 1 heure, des fois ça peut suffire. Si vous avez fait un repas à peu près normal ou un très gros repas, je vous conseille 2 heures, voire même des fois 3 heures, et éventuellement plus en fonction de ce que vous avez mangé, si jamais la digestion est plus ou moins lourde. Ensuite, concernant la composition de l'assiette et les aliments à mettre dedans. Je vais pas vous prendre le choix avec ça, déjà je suis pas nutritionniste, mais sans être nutritionniste ou quoi que ce soit, il y a vraiment des règles de base en fait, des choses très simples à mettre en place. Je pars du principe que là je m'adresse essentiellement à des coureurs récréatifs, donc récréatifs, c'est-à-dire c'est des gens qui vont courir peut-être vraiment qui vont faire 1 à 3 sorties plus ou moins longues dans la semaine, en tout cas qui projettent ça et qui éventuellement veulent faire quelques courses dans l'année, que ce soit sur route ou en trail. Donc ça c'est ce que je considère comme étant un coureur récréatif. Donc pour un coureur récréatif, c'est très simple. Vous prenez une assiette, peu importe la taille de l'assiette, et vous la coupez en 3 tiers. C'est-à-dire que vous allez avoir un tiers de produits végétaux, donc les légumes pour faire simple, un tiers de féculents. Alors les féculents, ça peut être des légumineuses, parce que oui, les légumineuses sont essentiellement composées de glucides, donc ça reste, je la fais rentrer moi en tout cas c'est pas vraiment des féculents, mais je la fais rentrer dans les glucides en tout cas, dans les sucres. Donc ça peut être des patates, ça peut être des patates douces, ça peut être des pâtes, ça peut être du riz. Et donc le dernier tiers, de la protéine. Moi je mange de la viande, je mange du poisson, je mange
mange des œufs. Donc je sais pas si vous êtes vegan ou végétarien, végétalien, enfin bref, vous mettez ce que vous voulez, en sachant que, encore une fois, dans les légumineuses, le taux de protéines, hein, voilà, souvent on a tendance à dire que les légumineuses c'est l'équivalent protéique végétal de la viande, mais en fait pas du tout, pas du tout, parce que dans les légumineuses il y a quand même vachement plus de glucides que de protéines. Donc finalement, la meilleure méthode c'est quoi pour reprendre la course à pied? Si on peut pas courir des longues distances, si on peut pas faire trop d'intensité, et ben la meilleure méthode c'est de fractionner. Alors vous allez me dire, mais Julien, t'es fou quoi, tu viens de nous dire qu'il faut pas faire une grosse intensité. Bah ouais, je vous ai pas parlé de HIIT, hein, je vous ai pas parlé de haute intensité, je vous ai parlé de fractionner. Le problème c'est que dans la tête des gens, le fractionner c'est forcément de la haute intensité. Alors qu'en fait, pas du tout. Le fractionner, ça veut simplement dire que on va découper notre effort en plusieurs tranches. Et on n'a pas dit que l'effort devait être hyper intense. Et donc pour reprendre, le mieux, c'est de faire du fractionné. Et donc, vous allez me dire, ok d'accord Julien, mais ça va ressembler à quoi dans la réalité? Ben, dans la réalité, c'est très simple. Vous allez vous entraîner 5 fois par semaine. Quoi? 5 fois? Et tu viens de nous dire qu'il fallait pas trop en faire, Julien. Bah ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Et en fait, vous n'allez pas trop en faire, parce que dans ces 5 entraînements, par exemple sur la première semaine, vous n'aurez que 15 minutes d'entraînement par jour. Et sur ces 15 minutes, il y aura moins de la moitié du temps de course. Oui, messieurs, dames. Et alors vous allez me dire, mais Julien, pourquoi ça va nous faire progresser en course à pied? Bah là, vous voyez, je viens de faire un effort fractionné. J'ai couru une petite minute, et là, pendant une petite minute, bah, je vais marcher. Et ça, c'est le meilleur truc à faire pour reprendre. Parce que, d'une part, vous allez fractionner l'effort, c'est-à-dire que vous allez pouvoir accumuler beaucoup de volume en peu de temps, et d'autre part, ça va permettre au corps de s'adapter à l'effort que vous lui imposez. Il y aura des adaptations cardiovasculaires, il y aura des adaptations articulaires, musculaires, mais il y aura aussi des adaptations motrices et neurologiques. Ce qui fait qu'il va y avoir petit à petit une forme de désensibilisation si jamais vous avez été blessé, et si jamais vous souffrez de douleur, et ben le corps en fait va mettre en place de nouveaux processus de manière à limiter cette douleur-là. Donc pour faire très simple, pour vous présenter le protocole de fractionner, ça va être 5 jours par semaine. Donc vous allez me dire, oh là c'est beaucoup. Et 15 minutes max par jour quoi, sur la première semaine, tout le monde les a. Ok, c'est facile à dégager. Donc ça va donner quoi? Ça va donner en fait 3 fois 1 minute de course plus 1 minute de marche. Donc en gros là je marche depuis à peu près 1 minute, je vais me remettre à courir. Et l'idée c'est que je fais 3 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Ça c'est mon premier jour. Deuxième jour, je passe à 4. 4 fois 1 minute de course suivi d'1 minute de marche. Donc, honnêtement, il n'y a rien de très compliqué. Et vous voyez que je fais du fractionné et je suis pas haletant, même si bon là il fait 30 degrés, je transpire un peu, mais j'arrive à vous parler. Donc c'est vraiment ce que je vous recommande de faire, et ce jusqu'à à peu près 15 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Et ensuite vous avez simplement à passer à 3 fois 2 minutes de course et 2 minutes de marche. Tu vois là, je viens de faire une bonne grosse accélération en côte. Et donc là, si je devais coter l'effort, je devais être sur un bon 7 sur 10. Ce qui fait que je transpire un peu plus, je souffle un peu plus. Mais je peux gérer, je peux réitérer l'effort au bout de quelques minutes, sans problème, à la même intensité. Là où je veux en venir, c'est que dans l'effort, il y a toute une palette de nuances. C'est pas rien ou tout. Il y a vraiment toute une palette, et cette palette, ce que je vais t'inviter à faire, de manière à mieux gérer tes entraînements et de reprendre efficacement sans te blesser, c'est de coter tes entraînements de 1 à 10. Et sur tes premiers entraînements, ce que je te demanderai de faire, pour être optimal et pour limiter clairement le risque de blessure et le risque de dégoût, parce que c'est vite fait de se dégoûter de la course à pied, c'est exigeant, c'est ingrat comme sport, c'est des sports assez ascétiques comme on dit, c'est pas des sports comme le football où il y a quelque chose de très ludique dedans. Ça va être d'éviter les efforts en fait qui vont au-delà de 7 sur 10. Donc tu vois là, comme j'étais au départ de la vidéo, il y a un cross là à côté, je sais pas ce qu'ils font, il y a des vélos partout. C'est d'éviter les efforts au-delà de 7 sur 10. Donc tu vas rester dans un effort qui est modéré, entre 4 et 6 sur 10.
Allez, max 7 si vraiment tu es en capacité de gérer, mais 4 à 6 sur 10, ce qui fait que là tu vois, c'est bientôt 1 minute que je marche, je vais te montrer à quoi ça ressemble un 4. Un 4, c'est quasiment la même allure que la marche, à peine plus vite, c'est un jogging très lent. C'est un jogging. Alors je vais t'expliquer la différence entre un jogging et une course. Le jogging et la course, c'est simplement que le jog, bah tu peux parler. Donc un des repères pour te dire que tu es dans la bonne tranche d'intensité, c'est que tu vas pouvoir parler pendant ton jog. Si t'es pas en capacité de parler, c'est que tu vas trop vite, trop intense. Et je te rassure, moi des jogs j'en fais plein. Là des fois je me fais des petits coups de fractionnés suivant les côtes qu'il y a. Mais le jog, ça vous fait progresser de fou, surtout quand vous le fractionnez, parce que ça vous permet d'accumuler beaucoup de volume. Donc apprends à côté tes efforts, ça te sauvera vraiment des blessures et du dégoût. Je te montre ici un circuit de renfort que tu vas pouvoir faire à la maison pour débuter. Évidemment, avec le temps, l'idéal ce sera de le rendre de plus en plus difficile, tout simplement pour qu'il y ait une forme de surcharge progressive et puis pour s'adapter aussi à tes entraînements en course à pied. Donc tu vois, on va commencer avec l'avant du pied surélevé et on va faire des extensions de mollets, tout simple. Ensuite, on va enchaîner avec des relevés de bassin au sol. Alors je le fais sur 2 jambes, mais si tu as la force et que tu te sens de le faire sur une seule jambe, ça marche très bien aussi, c'est une technique qui permet de surcharger progressivement les ischios, notamment les fessiers. Ensuite, on va passer au quadriceps et un peu les fessiers avec du squat bulgare. Donc un pied sur le support, on descend le dos droit et on essaie de faire toucher le genou au sol. S'il ne touche pas, c'est pas grave, mais de descendre le plus bas possible, c'est vraiment important. Donc ça, c'est un super exercice pour faire travailler les fessiers et la stabilité du bassin. Donc c'est très transférable en course à pied. Ensuite, le fameux squat, où là, on va essayer de travailler un petit peu plus les fessiers en penchant un tout petit peu le buste en avant. Donc encore une fois, plus besoin de le présenter, on garde bien les talons au sol, on essaie de descendre le plus bas possible, on contrôle bien la descente et on contrôle bien la montée. Je vous ai parlé du dos tout à l'heure, et ben là on va bosser le bas du dos notamment avec des belles extensions en mode Superman au sol. Encore une fois, excellent exercice pour faire travailler le contrôle moteur et la résistance et l'endurance du dos. Je vous recommande plus. Et une fois qu'on a fait cet exercice-là, vous allez voir, on va enchaîner avec un travail au niveau des abdominaux. On va faire un gainage dynamique des obliques notamment, parce que le grand droit, en termes de fonction, il est utile, mais les obliques en course à pied sont particulièrement utiles. Donc pour les répétitions, 15 répétitions de chaque, 3 tours et ce sera pas mal. Je fais ma petite pause dans ma course pour te parler d'un dernier point vital, ultra important. Tu vois ce qui coule de mon front là, c'est de l'eau et du sodium essentiellement, avec d'autres électrolytes. Et tu vois, quand je respire fort, j'ai aussi beaucoup de vapeur d'eau qui s'évacue. Ce qui fait que toute cette eau, il va falloir la compenser. Il va falloir la reboire, mais il va falloir la reboire intelligemment. Le risque, tu vois, comme aujourd'hui en printemps-été là, autour de 25-30 degrés, c'est de surhydrater, de se surhydrater plutôt. Je vais y arriver. Donc se surhydrater. Donc pour éviter ça, là ce que je te recommande c'est de boire déjà à ta soif, mais de boire par petites quantités. Tu vois là j'ai une pipette, avec la pipette je bois 1-2 gorgées maximum quand je sens que j'ai la bouche un peu pâteuse ou que je commence à avoir soif, et ça me permet de tenir longtemps. Et après toujours adapter l'effort à la condition, de pas se surestimer. Tu vois par exemple aujourd'hui il fait plus chaud que prévu, ils avaient annoncé des nuages, finalement il y a un peu plus de soleil que de nuages, donc il fait plus chaud. Donc j'ai prévu le coup au cas où, je prends toujours un peu plus d'eau, de manière à pas avoir de soucis, et je pars toujours avec une barre, une compote, un truc, de manière à, au cas où, même si je suis pas sujet aux crises d'hypo, ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un petit coup de moins bien, et hop, un petit peu de sucre pour repartir et ça repart. Ou même des fois on peut croiser d'autres coureurs, et ça peut arriver qu'il y en ait qui soient pas forcément bien, en fonction d'où on est. Sur route c'est moins le cas, mais en trail, des fois en rando ou autre, voilà, ça peut arriver. Donc d'avoir de quoi s'occuper de soi et éventuellement des autres, c'est toujours un plus. Donc hydratez-vous bien et partez toujours avec une petite barre sucrée ou un petit produit sucré dans la poche ou dans votre gilet ou dans votre sac, de manière à être paré à toute éventualité, et buvez à votre soif. Ne vous surhydratez pas, c'est pas la peine. Voilà,
Avec cette vidéo, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir reprendre la course à pied ultra sereinement, éviter le risque de blessure et surtout revenir plus fort après. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Partage-la à tes potes qui veulent reprendre la course, à tes potes blessés, à tous ceux qui ont dit un jour tu pourras plus jamais courir. Mettez en place, testez ce que je vous recommande et vous m'en direz des nouvelles. Moi en tout cas je vous laisse ici, abonnez-vous, lâchez-moi un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Allez courir, profitez, ciao.